Un pèlerinage imaginaire sur le chemin de Tours, partie 3. La 4e section de notre balade va de Poitiers à Bordeaux et nous fait visiter l'Aquitaine et elle comporte 14 étapes. La 2e étape nous amène à Lusignan. Au Moyen Âge, cette ville était protégée par un énorme château fort, siège du pouvoir des comtes de Lusignan. Détruit en 1575 lors des guerres de religion, il n'en reste rien aujourd'hui. Une promenade fut érigée au 18e siècle sur les ruines du château par l'intendant royal du Poitou, le comte de Blossac, d'où son nom de promenade de Bloissac par lequel passe le chemin de Tours. L'église de Notre-Dame et Saint-Julien comporte de nombreux chapiteaux historiés, dont un représentant la fée Mélusine, fondatrice mythique de la dynastie des comtes de Lusignan. La légende veut que Mélusine était une sorcière ailée, au corps de femme, terminée par une queue de serpent. Elle avait une apparence normale, sauf le samedi. Elle se maria au comte de Lusignan avec la promesse qu'il ne la regarderait jamais le samedi quand elle prenait son bain. Un jour, le comte trahit son serment. Il vit le corps de serpent de Mélusine qui s'envola et disparut à tout jamais. On trouve une statue du fils imaginaire de Mélusine, Geoffroy Lagrandant, sur la promenade de Blossac. À la 3e étape, nous voilà à Melle. Elle possède une remarquable église Saint-Hilaire qui date du 12e siècle. Elle présente un très riche répertoire de chapiteaux sculptés d'animaux fantastiques, comme des dragons ou d'autres animaux invraisemblables. Au-dessus d'une des portes latérales, on observe cette étrange statue d'un cavalier. On pense qu'il représenterait l'empereur romain Constantin Ier, qui vécut de 272 à 237 après notre ère et qui favorisa l'émergence du catholicisme dans l'Empire romain. Au Moyen Âge, Melle a été le site d'une intense activité minière, grâce à ses filons de galène, un minerai riche en plomb et en argent. Exploitées de 609 à 995, ces mines sont à l'origine d'ateliers de frappe de monnaie d'argent. On peut visiter ces mines. Et aussi assister sur le site à des démonstrations de fonte de métal et de frappe de monnaie selon les méthodes anciennes. La 5e étape nous amène à Aunay. L'église Saint-Pierre est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Cette église romane est richement pourvue de sculptures remarquables. Particulièrement son portail sud, avec ses 4 voussures qui présentent les 12 apôtres et les 12 prophètes d'Israël, les vieillards de l'Apocalypse et un bestiaire d'animaux fantastiques. Dans le cimetière autour de l'église, on a retrouvé des restes d'un temple romain et des tombes de cette époque. On peut aussi y voir d'étranges tombes plus récentes qui datent du XVIIe et du XVIIIe siècle en forme de cénotaphes. Ce genre de tombes se retrouve fréquemment dans plusieurs anciens cimetières de la Saintonge. À la 6e étape, nous sommes à Saint-Jean d'Angély. On y trouve l'abbaye royale de Saint-Jean. Ce beau monument remplaçait une autre abbaye fondée en 817 et détruite successivement par les Vikings et les protestants lors d'une guerre de religion en 1568. En 1570, Charles IX reconquiert la ville aux protestants, mais c'est en 1620 ces derniers reprennent de nouveau le contrôle de la ville. En 1621, Louis XIII assiège et soumet la ville. La reconstruction de l'abbaye commença dès 1622. C'est maintenant un centre dédié à la promotion de l'Union européenne auprès de la jeunesse. Suite à la destruction de l'abbatiale de l'abbaye lors de la guerre de 1568, les moines ne recommencèrent la construction d'une abbaye de style classique qu'en 1741. Mais les travaux furent arrêtés par la Révolution et l'œuvre ne fut jamais terminée. Lors de l'étape suivante, à 10 km de Saint-Jean d'Angély, nous passons au petit village de Feniou. Son église possède un remarquable portail à 5 voussures, dont une décrit les signes du zodiaque et les activités saisonnières qui leur sont associées. Mais le plus remarquable de Feniou est sa lanterne des morts. Il s'agit d'un monument funéraire que l'on rencontre ailleurs en France, notamment dans la région d'Aquitaine, et qui marque l'emplacement d'un cimetière. À son sommet se trouve une petite chambre équipée d'un fanal que l'on peut voir de l'extérieur. On y accède par un très étroit escalier. Cette présentation en boîte imaginaire, c'est bien ma conjointe et moi que vous voyez ici. Nous l'avons escaladé lors d'un voyage dans la région en 2015.
N'y amenez pas votre sac à dos, vous ne pourrez pas y monter. À la 7e étape, nous voilà à Saintes. C'est une des principales villes d'un peuple celte, les Santons, d'où dérive son nom. Après la conquête romaine, elle devient la capitale de la province d'Aquitaine. On y retrouve plusieurs monuments de cette époque, comme son amphithéâtre pouvant accueillir jusqu'à 15 000 personnes, ou l'arc dit de Germanicus. C'est un monument érigé en l'honneur de Germanicus, le fils adoptif de l'empereur Tibère, qui régna de 14 à 37 après Jésus-Christ. La région de Saintes fut évangélisée par saint Eutrope au début de l'ère chrétienne. Martyr, une basilique fut construite pour abriter sa dépouille dès le 6e siècle. Elle fut reconstruite à partir de 1081. En 1802, l'édifice en mauvais état est amputé de sa nef, ne laissant que le chœur et son clocher. Dans la crypte, on trouve un cénotaphe dans lequel on a placé les reliques du martyr. La 8e étape nous amène à Pons, dominé par son donjon. Ce site comportait déjà un château en 1179, lorsqu'il fut détruit par Richard Cœur de Lion pour mater une révolte de son vassal Geoffroy III de Pons. Pardonné, ce dernier put le reconstruire en 1187. Le château fut détruit de nouveau en 1622 par les armées de Louis XIII en lutte avec les protestants, mais le donjon fut épargné. Mais ce qu'il y a d'exceptionnel à Pons, c'est son hôpital des pèlerins. Il fut fondé en 1160 par Geoffroy III de Pons, le même qui construisit le donjon. C'est l'hôpital de pèlerins le mieux conservé en Europe. Il fut construit à la sortie de la ville, directement sur la route de Saintes à Bordeaux, qu'empruntaient les pèlerins et les voyageurs de l'époque. Il est toujours un gîte pour pèlerins. On peut y trouver gravés sur les murs des graffitis laissés par les pèlerins du Moyen Âge. N'y rajoutez pas les vôtres. On y trouve d'ailleurs un petit musée archéologique. Tout juste avant d'arriver à la fin de la 9e étape, nous passons devant l'abbaye de la Tenaille, à Saint-Sigismond de Clermont. Cette abbaye, fondée en 1167, connut une certaine renommée grâce à ses reliques. Il s'agissait d'un clou avec lequel le Christ aurait été crucifié et d'une tenaille qui aurait servi à l'arracher. Mais en 1547, l'abbaye est en mauvais état et les mœurs des moines sont très relâchées, comme le décrit une résolution du Parlement de Bordeaux. Ils sont décrits comme « gens malvivants, vagabonds, dissolus, qui ne vaquèrent aucunement au service divin. Ainsi, au lieu de se faire, vont nuit et jour voler, piller, vagabonder et paillarder. » En 1582, le seigneur du lieu, un protestant, chassa les 8 derniers moines. Repris par les Jésuites en 1615, les biens de l'abbaye furent saisis lors de la Révolution. On voit sur le pignon de la chapelle une sculpture représentant une tenaille et un clou, une annonce publicitaire avant son temps. À la 11e étape, nous voilà à Blais, sur les rives de la Garonne. On y trouve une forteresse débutée en 1685 sous la direction de Vauban, autant pour défendre l'embouchure de la Garonne que pour tenir en respect les velléités frondeuses de la ville de Bordeaux. L'édification de la forteresse amena la destruction d'une église, la basilique Saint-Roman, qui abritait, selon la légende, les restes de Roland, le neveu de Charlemagne mort à Roncevaux. Pour le pèlerin moderne, c'est sans conséquence. Il peut aller se recueillir sur une autre tombe de Roland à Roncevaux. La citadelle abrite aussi un musée. Alors que formellement le chemin de Tours longe la rive nord de la Gironde, nous choisirons la rive sud, en traversant avec un bac en partance de Blais. Nous arrivons ainsi dans la région du Médoc, là où on trouve les vignes du Bordelais les plus prestigieuses, comme celle du Château Margaux, sur notre chemin. À la 12e étape, juste avant d'arriver à Bordeaux, nous passons devant les ruines de la forteresse de Blanquefort, qui date du 11e siècle. Anglaise au 13e siècle, elle redevient française en 1453, lorsque les troupes de Charles VII prennent Bordeaux, chassant définitivement les Anglais du sud-ouest de la France. Incendiée au 17e siècle, elle servira de carrière pendant la Révolution. Le nom de Bordeaux vient du nom latin Burdigala, lui-même dérivé de Bithyrége, un peuple gaulois. On y trouve les ruines d'un amphithéâtre romain pouvant accueillir 22 000 spectateurs. C'est le palais Galien, pris par erreur comme le palais de Gallienne, une reine mythique de Bordeaux. Voici la porte Caillot,
construite en 1496 sous le règne de Charles VIII. Elle faisait partie de la muraille qui encerclait la ville. Cette porte se situait devant le port, qui était le centre économique de la ville au Moyen Âge. On trouve d'ailleurs la statue de Charles VIII sur la porte. La construction de la basilique Saint-Michel fut initiée par Louis XI. Son clocher est séparé du corps de l'église et sa flèche est une des plus hautes des églises de France. Construite en 1749, la place de la Bourse témoigne de la prospérité de la ville marchande. Elle comportait initialement une sculpture équestre de Louis XV, détruite à la Révolution. Une fontaine la remplaça en 1828. Et en 2006, on y ajouta un vaste bassin qui fait office de miroir. On trouve aussi un très impressionnant monument dédié à un groupe de députés qui siégeaient à la Convention de 1792 pendant la Révolution. Les principaux chefs de ces députés modérés étaient originaires de Bordeaux, d'où leur surnom de Girondins. Considérés comme contre-révolutionnaires, 21 d'entre eux furent décapités le 31 octobre 1793. La dernière section de notre voyage en pantoufles nous fera visiter les Landes et le Pays basque en partant de Bordeaux pour se rendre à Saint-Jean-Pied-de-Port en 11 étapes. À la sortie de Bordeaux, à Gradignan, on retrouve le prieuré de Caillac, qui était à l'origine un hôpital pouvant accueillir 200 pèlerins. Il fut ensuite reconverti en prieuré. Au 18e siècle, le monument perd sa vocation religieuse et il est vendu en 1791. Il sera restauré au début des années 1980. Il sert de nouveau de gîte jacquaire. À la troisième étape, nous voici devant la petite église de Moucheté. Elle ne présente que peu d'intérêt, si ce n'est la particularité d'avoir une petite porte latérale, murée de puits. C'est une porte des cagots. Les cagots étaient des groupes d'habitants pauvres, exerçant des métiers du bois ou du fer. Frappés d'exclusion et de répulsion dans leur village, leur mauvaise réputation est associée à la peur de la lèpre qui était omniprésente au Moyen Âge. Jugés indignes de passer par la grande porte, ils ne pouvaient entrer que par cette humble petite porte latérale. Un bel exemple d'amour chrétien au sein même des églises. Les 4 prochaines étapes se dérouleront dans les forêts de pins des Landes. Cette région était essentiellement marécageuse au Moyen Âge. Vers les années 1860, on fit des travaux de drainage et de plantation qui donnèrent naissance aux forêts actuelles. Cette région est donc très faiblement habitée et les gîtes et points de ravitaillement sont rares. Finalement, enfin, à la 7e étape, nous sortons des forêts et nous arrivons à Dax. La ville a une origine romaine, les Romains appréciant beaucoup les sources thermales de la région. On peut visiter les ruines des anciens murs romains érigés au IVe siècle dans la crypte archéologique romaine. Les eaux thermales de Dax sont toujours exploitées de nos jours. Les eaux de la fontaine de Néhé sont à 65 degrés centigrades. L'étape suivante nous amène à Sordes-l'Abbaye. Le gîte est tout près de l'abbaye. Elle date du Xe siècle. Elle fut construite sur le site d'une ancienne villa gallo-romaine comprenant des thermes. Le sol de l'église, derrière l'autel, est orné de très belles mosaïques du XIe et XIIe siècle, contemporaines et très semblables à celles que l'on peut voir sur le chemin d'Arbre à l'Escar, à une 60aine de kilomètres de Sordes. On pénètre ensuite en Pays basque, avec des reliefs plus vallonnés. Après 2 autres étapes, nous passons devant la stèle de Gibraltar, à Ostabat, qui marque la jonction des chemins de Tours, de Vézelay et du Puy-en-Velay. Une dernière étape et nous voici à Saint-Jean-Pied-de-Port, notre destination finale. C'est le point de départ du chemin Navarais qui conduit au Camino Frances et à Compostelle. Merci de m'avoir accompagné dans cette randonnée de salon. J'espère vous revoir, en personne cette fois et avec de vraies bottines aux pieds, sur un chemin vers Compostelle.